اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum. Bonjour Madame le Ministre, Monsieur le Directeur régional de la Banque islamique de développement, Monsieur le Directeur de la DSFE, Monsieur le Président de l'APSFD, Monsieur le Directeur de la microfinance, Mesdames, Messieurs les directeurs des SFD et structures d'appui. C'est avec un réel plaisir que je prends à nouveau la parole devant vous dans le cadre de ce projet qui nous est si cher. Mais avant d'entamer mon propos, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir honoré de votre présence malgré un agenda très chargé, marqué par la préparation des budgets de fin d'année, mais également les activités de la Semaine nationale de l'inclusion financière. Encore une fois, merci à tous. Mesdames, Messieurs, l'atelier qui nous réunit s'inscrit dans le cadre du lancement de la phase active du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal. Il s'agit de mettre à niveau les principaux acteurs et partenaires que vous êtes sur les différents axes de collaboration entre vos organisations et le programme. C'est une occasion pour vous d'affiner votre compréhension du programme et vos attentes. En définitive, cet atelier va jeter les bases d'une collaboration plus active entre nos différentes structures et pour l'atteinte de nos objectifs. C'est tout le sens de l'élaboration d'un guide d'ouverture d'un guichet de microfinance islamique à l'attention des SFD entamé par l'unité de gestion du programme. D'ailleurs, dans les prochains jours, nous organiserons un atelier de validation de ce guide qui va s'adresser à tous les professionnels du secteur de la microfinance qui ambitionnent d'ouvrir une fenêtre islamique. L'objectif du gouvernement du Sénégal étant de faire de la microfinance islamique une réalité au Sénégal, nous vous réaffirmons notre engagement à travailler à vos côtés pour l'atteinte de cette ambition qui va devenir une réalité dans notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Monsieur le représentant du directeur régional de la Banque islamique de développement, Monsieur le représentant du directeur national de la BCAO Sénégal, Monsieur le président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, Madame la directrice de la haute autorité du WACF, Mesdames, Messieurs les directeurs des institutions financières ou leurs représentants, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux ou leurs représentants, Mesdames, Messieurs les participants. C'est une réelle satisfaction pour moi de présider cet atelier de partage et d'information pour la mise en œuvre du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal. Ma satisfaction est d'autant plus grande que cet atelier marque une étape importante dans la relance de la mise en œuvre du programme. L'enquête préparatoire à la deuxième lettre de politique sectorielle de développement de la microfinance sur l'inclusion financière menée en 2015 par la direction de la microfinance en rapport avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD, cette enquête préparatoire a donc révélé un taux de bancarisation strict de 12,9%, alors que celle conduite par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, en 2017, l'a fixé à 19,6% de la population adulte. Ces statistiques font ressortir un taux d'exclusion financière touchant une proportion particulièrement élevée de femmes, de jeunes et de très petites entreprises. Dans ces conditions,
L'inclusion financière représente un défi majeur pour notre pays, d'autant plus que la communauté financière internationale reconnaît l'impact de l'inclusion financière sur la croissance, l'emploi, la réduction de la pauvreté et le développement durable. C'est conscient de ces enjeux que l'État du Sénégal et la BID ont procédé à la signature d'un accord de financement pour l'institution d'un programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, le PROMIS. Le financement du PROMIS s'élève donc, comme vous l'avez eu à le rappeler tout à l'heure, à 47,6 milliards de francs CFA, répartis entre la Banque islamique de développement pour un montant de 34,8 milliards, les systèmes financiers décentralisés pour un montant de 9 milliards et la contrepartie de l'État du Sénégal pour 3,6 milliards de francs CFA. Le PROMIS a pour objectif, mesdames, messieurs, d'améliorer de façon substantielle les revenus des bénéficiaires de façon durable et de leur permettre naturellement d'accéder à des services financiers islamiques adaptés sur l'ensemble du territoire national et ce jusqu'en 2025. Et de façon spécifique, le programme vise à contribuer au développement d'un cadre juridique adapté à la microfinance islamique au Sénégal, d'optimiser la qualité de l'offre de services financiers islamiques et naturellement d'améliorer la structuration de la demande de microfinance islamique. Plusieurs résultats sont attendus, mesdames, messieurs. Le renforcement des capacités opérationnelles des SFD, le développement de produits et services financiers et bien entendu les micro, petites et moyennes entreprises, aider les jeunes et les femmes qui sont surtout en milieu rural, il ne faudrait pas les exclure. Et aujourd'hui, il est question également de renforcer la culture financière, notamment la culture financière islamique des populations, puisqu'il s'agit du PROMIS. Au terme des résultats quantifiables finaux, le PROMIS devrait contribuer à l'accès au financement de 50 000 micro-entreprises, induisant ainsi 25 000 nouveaux emplois. De fait, nous devrions assister à un relèvement significatif du taux d'inclusion financière. Au terme de ces objectifs et missions attendues, le PROMIS apparaît donc comme une réponse au défi de l'inclusion financière. Dans sa mise en œuvre, vous le savez, le PROMIS a été confronté à une contrainte relative au retard du premier décaissement de la BID qui devait survenir 6 mois après l'entrée en vigueur de l'accord de financement. Cependant, compte tenu des évolutions notées au niveau du cadre réglementaire et institutionnel de la microfinance islamique et de la volonté de l'État du Sénégal, la BID et le gouvernement du Sénégal ont renégocié les termes de conditions du programme qui a été réintégré dans le portefeuille de la BID. Et à l'issue des négociations, la BID et l'État du Sénégal ont convenu d'une feuille de route portant sur l'organisation de 2 ateliers au profit des acteurs clés du programme. C'est dans ce cadre d'ailleurs que se tient cet atelier au cours duquel, mesdames, messieurs, nous tenons à informer et sensibiliser les partenaires que vous êtes. Nous tenons à recueillir vos attentes par rapport à ce programme et d'échanger surtout sur le cadre de collaboration entre les différents acteurs intervenant au programme. Mesdames, Messieurs, ce programme est une chance. Ce programme est une aubaine. Ce programme est une bénédiction pour le secteur de la microfinance et surtout pour les populations qui vont en tirer le maximum de profit.
Je suis sûre qu'au terme de cet atelier, les résultats attendus seront largement atteints et que les acteurs et partenaires disposeront d'atouts, de compétences, d'information et de formation qui leur permettront de prendre part au chantier de la mise en œuvre du Promise. Chers participants, Mesdames, Messieurs, le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, accorde une place toute particulière à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour lutter contre le chômage et la pauvreté, conformément aux orientations déclinées dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Ainsi, le Promise contribue à donner corps à la vision du chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Je voudrais, avant de finir, remercier très sincèrement la Banque islamique de développement qui a bien voulu soutenir et accompagner l'État du Sénégal dans sa volonté d'atteindre l'inclusion financière et de lutter contre la pauvreté. Je voudrais qu'il me soit permis également de féliciter le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan et l'unité de gestion du programme, à la tête de laquelle unité, Madame le coordonnateur Yaye Fatou Diagne, ici présente, et toute son équipe, pour tous les efforts déployés dans la mise en œuvre du programme. Il ne me sera pas pardonné non plus si je ne félicitais pas chaleureusement l'ensemble des acteurs ici présents, partenaires et intervenants du programme qui ont bien voulu honorer de leur présence cet atelier. Mesdames, Messieurs, en souhaitant donc plein succès à vos travaux et aux promises, je déclare ouvert l'atelier de partage et d'information sur la mise en œuvre du Promise. Je vous remercie de votre aimable attention. Honorables invités, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cet atelier d'échange et de partage sur le programme national de développement de la microfinance islamique au Sénégal, projet cofinancé par le gouvernement du Sénégal et la Banque islamique de développement pour un montant d'environ 60 millions de dollars et pour une période de 5 ans. Aujourd'hui sera une journée d'échange entre spécialistes de microfinance et en particulier de la microfinance islamique. Une journée qui aidera à préparer le lancement effectif des activités du Promise. Mesdames et messieurs, le groupe de la BID est la Banque du Sénégal et à ce titre, elle se tient à ses côtés à tout moment et en toutes circonstances. Depuis sa création en 1975, le total des financements approuvés par le groupe de la BID en faveur du Sénégal se chiffre à environ 3 milliards de dollars, ce qui fait du Sénégal le premier partenaire du groupe au niveau de l'Afrique subsaharienne. Ce partenariat s'est consolidé et renforcé au cours de ces 5 dernières années avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Entre 2014 et 2018, le total des financements du groupe au profit du Sénégal s'élève à environ 2 milliards, soit 60% du financement depuis sa création en 1976. Ces interventions sont principalement centrées non seulement sur le développement des infrastructures de base, mais aussi sur la promotion des niches au niveau du secteur primaire, des secteurs sociaux et de la finance islamique. Excellence, Madame la Ministre, je voudrais profiter de cette opportunité pour vous informer que, sous la direction de son président, Dr Banda El Hadjad, la BID a engagé des réformes structurelles afin d'impacter positivement la vie des populations des pays membres. Ces réformes visent à rendre la banque plus proactive, à l'écoute des besoins des pays membres et à proposer
des solutions innovantes et adaptées aux priorités de développement des pays. À cet égard, le programme quinquennal du président de la BID met l'accent entre autres sur la promotion de la finance islamique, des sciences et des technologies, le développement des chaînes de valeur et le renforcement de la coopération sud-sud pour une croissance plus inclusive, un entrepreneuriat plus développé et une création d'emplois plus soutenue. Ainsi, le PROMIS qui nous réunit ce jour s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Mesdames et messieurs, le financement du PROMIS par la BID contribuera, nous n'en doutons point, à la réalisation de l'ambition du Sénégal de devenir un hub régional pour la finance islamique en Afrique. Le PROMIS est un projet conçu sur la base d'une approche financière innovante et globale qui allie renforcement du cadre institutionnel, développement des outils de la finance islamique, renforcement des capacités des acteurs et des bénéficiaires, assurance islamique et microfinance islamique. Le PROMIS se veut aussi un puissant instrument de financement des chaînes de valeur. À cet égard, le PROMIS servira de levier de développement à l'entrepreneuriat et à la création de l'emploi, en accompagnant les projets de développement de chaînes de valeur en cours et ceux qui seront inscrits dans le programme d'action prioritaire du PSE. Mesdames et messieurs, pour terminer, permettez-moi, au nom du directeur du Hub régional de Dakar, de remercier Madame la ministre de l'économie solidaire et de la microfinance, ainsi que toutes les autorités du Sénégal pour les diverses dispositions prises pour faciliter l'organisation du présent atelier. J'espère que cette journée sera pour nous un point de départ pour notre projet. Je nous souhaite plein succès aux discussions et que cette journée soit fructueuse. Je vous remercie. Je disais que, avant tout, c'est de remercier l'UGP au-dessus de laquelle il y a Madame Diagne, qui est la coordonnatrice, de nous avoir conviés vraiment à cet atelier. Remercier également la BID pour ce programme assez ambitieux qui pourrait permettre au Sénégal de devenir vraiment un hub de la finance islamique au Sénégal. Remercier tous les démembrements de l'État qui sont ici présents et les autres acteurs. Donc, je noterai qu'on a eu quand même la chance d'avoir participé à l'élaboration de ce programme, la première mouture, et qui a été faite par 3 experts dont nous en faisons partie. On a vu qu'il y a une nouvelle version du programme avec une prise en charge des chaînes de valeur qui est assez novateur, que nous saluons également. Mais je voulais vraiment mettre l'accent sur un point qui me semble important. J'ai bien dit que nous faisions partie de l'équipe qui a rédigé la première mouture ou bien la première version du programme, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est une réalité, il faut le reconnaître, en termes de ressources humaines, le Sénégal aujourd'hui a vraiment tout ce qu'il faut concernant le renforcement de capacités, concernant vraiment l'assistance technique. C'est une question que j'aimerais poser. C'est est-ce qu'aujourd'hui, la mission d'assistance technique qui sera menée par un cabinet pour accompagner le projet, est-ce que la sélection elle est déjà faite ou pas? D'accord? Si elle n'est pas faite, est-ce qu'aujourd'hui, les structures locales qui connaissent très bien les réalités du pays et qui ont les compétences nécessaires, est-ce que vraiment ces structures-là peuvent vraiment compétir pour pouvoir vraiment faire cette mission? Et également concernant le renforcement de capacité,
Aujourd'hui, au Sénégal, il y a des masters en finance islamique au niveau universitaire. Il y a des qualifications que nous faisons qui permettent également de prendre en charge ces problématiques-là. Donc vraiment, c'était la question que je voulais poser pour savoir si on pourrait y participer. D'abord, la première question, ça concerne, il a dit dans sa présentation que l'État du Sénégal exige une garantie souveraine pour pouvoir pour octroyer le financement à des entreprises bénéficiaires. Alors que nous savons tous, bon, en matière de Moudaraba, bien sûr, nous savons tous qu'en matière de Moudaraba, la garantie n'est pas une obligation. Que ça soit la Moudaraba restreinte ou bien la Moudaraba sans restriction. Bien que certains juges consultes ont prévu cette garantie à condition que le Moudarib soit à l'origine des dysfonctionnements ou bien des pertes subies par le projet. Donc pourquoi ici la BID exige au gouvernement du Sénégal une garantie souveraine, alors que ce n'est pas une obligation en matière de Moudaraba? Ça, c'est ma première question. Bon, ma deuxième question, en matière de Moudaraba aussi, il y a le partage des pertes et des profits. Ici, je voudrais savoir la position de la BID une fois que le financement a été acquis par une entreprise et que cette entreprise subit des pertes. Est-ce que la BID se fera rembourser par l'État du Sénégal ou pas? Tout en sachant qu'en matière de Moudaraba aussi, les pertes ne sont pas remboursables. Parce que c'est le rembourement, c'est-à-dire celui qui avait mis son argent dans le projet qui va subir les pertes. Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, je voulais savoir le ratio, c'est-à-dire le pourcentage en matière de ratio, c'est-à-dire si la BID finance un projet, c'est-à-dire ceux qui sont les bénéficiaires du projet, je voulais savoir le système de partage. Est-ce que la BID va prendre 50% ou 30%? C'est-à-dire, je veux au moins avoir une idée sur la marge bénéficiaire que va prendre la BID par rapport à un projet quelconque. Donc, je voulais commencer par remercier la Banque islamique de développement pour cette excellente initiative, ce projet majeur. Je voulais aussi remercier Mme Yaye Fatou Diagne qui pilote ce projet Promise, qui promet beaucoup pour le Sénégal. Mes remerciements aussi vont au ministère de l'économie et des finances et au ministère de la microfinance. Alors, je me réjouis beaucoup de la BIS, mais j'ai deux questions à poser. La première va abonder dans le sens de la question de Baradienne tout à l'heure sur l'utilisation de l'expertise locale. Et pour preuve, je ne me suis pas présenté, je m'excuse, je suis Mohamed Lamine Baké, président de l'Institut africain de la finance islamique, donc, qui est le pionnier en finance islamique, qui depuis 10 ans travaille sur ce chantier. Une institution que j'ai commencé en démissionnant de la Citibank, après avoir découvert la finance islamique là-bas. Et donc, en termes d'expertise locale, si on prend sur le plan formation, à ce jour, on a formé plus de 2000 professionnels dans la sous-région. Donc, on a beaucoup contribué à la mise en place d'une masse critique d'experts en finance islamique qui est en mesure de soulever les défis du développement de ce secteur. Et parmi lesquels beaucoup d'institutions, l'UNACOPEC à Abidjan, tout le personnel de la Banque islamique du Sénégal. On a même fait des formations jusqu'aux États-Unis à plus de 150 chefs d'entreprise. Sur le côté advisory aussi, je prendrai pour exemple Promise, parce que c'est en 2013, si je ne me trompe, je pense que Mme Khadi Samba est là, à l'issue d'une formation de toutes les institutions de microfinance que le Fonds d'impulsion de la microfinance avait organisée, qui nous ont demandé de trouver une solution, de suggérer une solution pour financer la microfinance islamique. Et donc l'AIF avait fait une étude qu'elle avait donnée au fonds, à laquelle est suivie une requête à la BID, et je pense qu'il a couché ça. Donc je pense que Bara a très bien raison. On a au niveau local, maintenant, c'est en train de se mettre en place. Vous savez avec moi que le blocage numéro 1 de la finance islamique, c'est le manque d'expertise. Mais je pense que il y a des firmes, il y a des entreprises très solides qui sont en train de s'établir. Alors je pense que le deuxième levier de financement ne devait pas venir avec des sociétés étrangères en termes d'expertise et qui sont mieux adaptées. Je prends deux exemples. Si on prend la comptabilité islamique, dans laquelle tout est à faire, il y a les normes OHADA. Si on prend le charia, il y a beaucoup de choses aussi qui sont locales. Donc, j'insiste beaucoup sur ce point et je repose la question. La deuxième question, c'est qu'à l'issue du 5e Forum international sur la finance islamique,
à l'issue de laquelle, devant le président de la République, devant la BID et la BCEAO, je vais annoncer la création de 3 structures. Une des structures s'appelle Taïsir Finance, qui est la première structure de microfinance islamique dans l'UEMOA, qui a été constituée, dont je suis actionnaire, avec un capital de 1 milliard et qui a été déposé pour avoir un récépissé. Donc ma question allant dans ce sens, si avec une initiative privée on a eu l'audace de créer une société de capital de 1 milliard et le rôle de Promis c'est d'impulser la microfinance islamique, je pose la question sur la table, est-ce que Taïsir sera éligible parmi les institutions de départ? Parce que les institutions de départ, c'est des institutions de microfinance classiques et ils veulent ouvrir une fenêtre islamique et nous, on a une institution de microfinance islamique qui a un capital d'1 milliard. Je vous remercie. La question que je voulais poser, c'était que vous avez fait allusion, vous avez fait mention d'une micro-assurance Takaful. Et je voudrais savoir, et vous avez dit que c'était à développer avec le régulateur du secteur, est-ce que c'est la direction des assurances ou la direction des SFT? En tout cas, la question que je voudrais savoir, ce sont les risques que vous souhaitez couvrir par cette société Takaful. Parce que nous, en principe, ce que nous avons ici sur le marché, c'est la couverture de risque de décès et la couverture du risque d'invalidité de 60%, qui est de nature à empêcher le preneur de crédit de rembourser le crédit. Donc, dans ces conditions, la communauté des assurés Takaful rembourse le prêteur. C'est ça que nous avons. Alors, je voudrais savoir ce que vous avez dans votre projet comme risque Takaful. J'avais 2 questions à poser. La première a été prise en compte par M. Touré de CIFIA. Dans le cadre de je ne vais pas trop m'épancher là-dessus, dans le cadre de la Modaraba, que ce soit Modaraba restreinte ou Modaraba non restreinte, le capital du Raboul-Mal ne peut pas être, disons, garanti a priori, sauf cas de négligence du Moudarib. Et là, il est obligé de rembourser. Mais je vois ici dans l'accord cadre, sans aucune précision, hein. Donc ça veut dire que c'est en toutes circonstances que le Sénégal fournira une garantie souveraine pour chaque Modaraba restreinte conclue avec chaque IMF sélectionné et approuvé par la banque. Je crois que ça quand même c'est, disons, une responsabilité peut-être que le gouvernement du Sénégal a prise, peut-être sans en mesurer peut-être les conséquences. L'autre question, vous avez parlé de chaîne de valeur. Ça me semble important, mais je voulais quand même, pour fixer un peu les idées, que vous donniez un exemple concret de chaîne de valeur, du début jusqu'à l'étape ultime de la commercialisation, pour les expériences peut-être que la BUT a eues avec peut-être certains pays comme le Soudan, la Palestine, qu'on a eu à évoquer lors de la présentation. Je voulais juste intervenir sur le cadre la composante 1, qui parlait du cadre juridique et réglementaire, notamment sur les modifications fiscales que vous envisagez. Je pense qu'il est important, si on peut anticiper déjà sur la réforme fiscale en vigueur, ou en tout cas la fiscalité propre au projet qui est en vigueur, au moins de se rapprocher de la DGID pour voir quelles sont vos préoccupations, pour ne pas attendre qu'il y ait des rebondissements ou des négociations qui ne seront pas prises en compte à bon escient, à bonne date, afin d'accompagner librement le projet. Maintenant, j'avais juste une préoccupation. Vous avez parlé de 50 000 bénéficiaires au niveau national, mais je pense qu'il serait bon également que vous nous indiquiez dans quelle mesure, quelle est la répartition géographique de ces 50 000 bénéficiaires. C'est pour insister au niveau du secteur de la microfinance pour l'importance de ce projet. Au début, on a été associés déjà pour la réflexion. Je crois que même l'idée de ce projet, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la 2e génération de la lettre politique sectorielle qui a amené à créer ce projet et nous avions participé pleinement à l'élaboration de cette 2e génération.
Et ce qui nous amène à insister sur l'importance que nous accordons à ce projet. Parce qu'on parle de projet de promotion de la microfinance islamique, qui est quelque chose de nouveau. Et vous savez, au niveau du secteur de la microfinance, notamment l'APSFD, nous avions fait beaucoup de plaidoyer auprès des autorités monétaires, mais aussi des autorités de tutelle, pour d'abord qu'on puisse faire des aménagements pour le cadre juridique. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'activités, notamment qui vont être liées au plaidoyer et à la promotion. Et vous savez que ça, ce sont les principales missions de l'association. Et nous vous demandons à ce que l'association puisse être pleinement impliquée, parce qu'on ne peut pas faire du plaidoyer et de la promotion du secteur de la microfinance sans qu'il y ait la mainmise de l'association, parce qu'il y a beaucoup d'actions de plaidoyer et de promotion qui doivent être prises en charge par l'association. Et nous demandons à ce que vraiment l'association soit bien associée, que l'association soit prise comme un acteur majeur pour la réussite de ce projet, parce que vous savez, sans une forte implication de l'association, avec ses membres qui sont parce que le projet repose sur les membres de l'association qui sont les SFD, sans eux, le programme ne pourra pas réussir. Parce qu'il faut qu'on puisse aussi s'inscrire qu'on est dans une phase de projet. Il faut consolider, parce qu'à la phase de consolidation, ce ne sont pas les autorités étatiques et les projets qui vont faire, mais ce sont nous, les associations, qui sommes là, qui sont des structures pérennes, qui vont continuer à consolider. Donc il faut tenir compte de cette dimension. Je partage le point de vue des participants qui ont posé la question de savoir pourquoi l'État doit signer une garantie souveraine avec la BID. Je ne savais pas que ce n'était pas obligatoire parce que je ne suis pas un expert en microfinance islamique. Mais si des experts le disent, je peux le croire. Surtout que ces ressources seront gérées par des privés. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas, est-ce qu'il est possible encore, dans le cadre de l'avenant du contrat de financement, de faire un amendement, puisque l'avenant n'a pas encore été signé avec le ministère des Finances. Et même si c'était le cas, est-ce que l'État ne peut pas également signer, dans ce cas, des sous-garanties avec les institutions qui ont utilisé l'argent? D'autant plus que c'est aussi des prêts que l'État doit rembourser. Donc ça, je voulais qu'on me clarifie un peu, est-ce qu'il est possible, dans le cadre de l'avenant du contrat de financement qui va être signé en décembre, Inch'Allah, n'est-ce pas, que cette disposition soit remplacée. Je partage également parfaitement le point de vue de l'APSFD. Je crois que dans le dispositif de mise en œuvre du projet, il faut définir plus clairement la carte des acteurs et ce que chaque acteur doit jouer. Vous avez dit que c'était un des résultats recherchés de cet atelier, mais tel que j'ai vu les présentations, je ne pense pas que ce résultat sera atteint. On ne va pas pouvoir aujourd'hui, ici et maintenant, finaliser le dispositif opérationnel de mise en œuvre multi-acteurs. Parce que effectivement, c'est multi-acteurs. L'unité de gestion du projet, elle n'est pas pérenne. Parce qu'un projet, ça finit. Par contre, les structures étatiques, les associations sont pérennes. Et les acteurs sont pérennes. Donc il faudrait voir comment, dans le dispositif de mise en œuvre, redéfinir et reclarifier les rôles et responsabilités de chaque acteur pour éviter, n'est-ce pas, qu'à la fin du projet, la problématique de la pérennisation de cet outil que la microfinance islamique se pose. Je sais que c'est une préoccupation de la BID, le présentateur l'a dit, mais dans ce cas, il faudrait que les rôles soient encore davantage précisés. Enfin, comme moi aussi je suis un produit de la consultance, je partage parfaitement le point de vue et je tiens à ce que, puisque la direction de la microfinance a le rôle de coordonner la mise en œuvre de la stratégie, d'assurer le secrétariat du comité national de suivi de la stratégie, il est important que l'expertise nationale soit associée dans le processus de renforcement de capacité des acteurs. Je sais que c'est possible, puisque
d'autres bailleurs de fonds exigent, même si c'est un appel d'offres international, exigent aux sociétés, aux cabinets de conseil internationaux de s'associer avec des sociétés ou cabinets de conseil locaux. Si ce n'est pas prévu dans les TDR ou dans l'appel d'offres, il faudrait peut-être l'envisager pour permettre également à l'expertise sénégalaise de contribuer à la mise en œuvre de ce projet et de garantir la durabilité de l'expertise. C'est un peu les premières impressions que je voulais donner. Et au niveau de la BID, nous considérons que c'est un programme novateur et que si nous réussissons à mettre en route ce projet-là et que c'est un succès, on va pouvoir le multiplier au niveau des autres pays de la sous-région et si possible des pays membres de la BID. Les préoccupations concernant l'appui technique. Je crois que cette question, durant les 2 jours de travaux, nous l'avons examinée. Et le fait que on ouvre l'offre à l'international n'interdit pas au cabinet sénégalais de participer. Et même nos experts en passation de marché ont précisé que si le fait que un cabinet national ou s'associe à des cabinets internationaux participe, ça lui donne déjà le nombre de points qu'il aura sur les autres sera entre 1 et 10. Donc, lors de l'élaboration des critères de sélection ou pour juger le choix de la sélection des cabinets, je crois que les équipes de l'IGP, avec l'accompagnement de la BID, vont pouvoir mettre en œuvre ce critère-là. Donc, nous encourageons fortement la participation des cabinets sénégalais. Surtout que vous avez déjà l'avantage, vous avez l'information. Certains d'entre vous ont participé à la mise en place de ce projet dont ils connaissent. Et je ne suis pas sûr que les cabinets ont toute l'expertise requise. Donc, ils doivent se mettre en groupe pour pouvoir participer. Et si au moment de la sélection, c'est un cabinet sénégalais, ça, nous serons également très contents de pouvoir travailler puisque le contact sera plus facile et la communication plus aisée. La deuxième préoccupation que je voudrais souligner, la question de garantie. Là également, souffrez que nous, au niveau de la BID, nous exigeons de la part du gouvernement, parce que nous ne connaissons pas très bien toutes les institutions de microfinance, nous pensons que c'est un challenge que nous exigeons une garantie. Même si c'est le mode, les conditions que nous offrons pour pouvoir à ce que les marges soient de manière réduite pour le bénéficiaire final, mais pour que les marges pour les institutions soient aussi confortables, pour qu'ils puissent faire le travail, exige que nous puissions mettre en place cette garantie-là. Mais cette discussion n'est pas fermée, puisque les accords entre les institutions de microfinance ne sont pas encore signés et que le débat n'est pas encore fermé, parce que lorsque le cabinet sera en place, il va faire encore un travail de fond pour pouvoir faire des propositions d'aménagement pour que ce contrat-là, tout le monde puisse s'en sortir gagnant-gagnant. Je crois que sur les autres points, je vais laisser la parole aux techniciens et à la coordinatrice de pouvoir répondre en détail aux autres questions. Aujourd'hui, nous sommes aussi au niveau de la BID en présence de Dr Nasser. Dr Nasser dispose d'une très grande expertise. Il a travaillé avec la Banque mondiale. Il a un background assez solide dans la mise en place de ce type de projet, avec une expérience dépassant les 20 ans en microfinance. Donc, ces apports et ces ajouts étaient fort capitaux pour la mise en place de ce projet.
Donc tout d'abord, ce segment, c'est pour remercier vraiment au niveau du gouvernement du Sénégal et à notre niveau ceux qui ont vraiment mis la main pour la mise en place de ce projet. Le deuxième point, là, je vais parcourir les questions une à une rapidement et voir comment est-ce qu'on peut répondre. Donc, la première question, c'était sur la sélection de la compagnie d'assistance technique. Donc, comme l'a mentionné Madame le coordonnateur et Monsieur Bachir, aujourd'hui, nous avons mis en place au niveau de la BID les procédures, les guidelines qui sont de caractère international. Donc, ce sont des procédures de passation de marché qui répondent aux normes des multilatérales. Nous ne pourrons pas accéder à des pratiques de passation de marché sans vraiment répondre à celles qui sont présentes dans les pratiques des autres multilatérales et des organismes internationaux. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, le gouvernement du Sénégal dispose de ses propres procédures et pratiques pour la passation de marché. Donc aujourd'hui, l'équipe de l'UGP comprend un expert en passation de marché et ceci, c'est pour vraiment coordonner la mise en place d'une procédure entre nous les deux qui répondent à chacun ces critères. Donc concrètement, la compagnie d'assistance technique et la BID, encore une fois, notre mandat, c'est vraiment le développement de nos pays membres, et ceci passe notamment à travers la mise en place et favoriser les contrats locaux. Donc pour nous, c'est une priorité. Avec la mesure du possible, on essaie toujours de pousser vers ce que les contrats sont réalisés au niveau local. Premièrement, pour développer l'expertise et pérenniser nos projets. Ceci, c'est une réalité qu'on a largement notée. Donc c'est devenu une pratique courante au niveau de la BID de pousser vers les contrats locaux avec le possible, en prenant en considération nos guidelines. Donc la compagnie d'assistance technique, vous allez voir, comme vous avez vu dans plusieurs de nos activités, le recours à des experts est nécessaire. Donc cette compagnie d'assistance technique va passer par des procédures de contrat international, mais il y a des clauses où, comme l'a mentionné notre collègue, que des contrats locaux doivent faire partie dans la sélection. Donc pour nous, ces mesures d'accommodation vraiment sont dans le cadre de notre politique et celle du gouvernement du Sénégal. La deuxième partie, concernant la garantie souveraine et la Moudaraba, qui est une question et une remarque très pertinente. Effectivement, nous avons mentionné que le cœur de la finance islamique, c'est le partage de risques et profits. Aujourd'hui, nous avons adopté ce mécanisme puisqu'on l'a implémenté dans d'autres pays où nous avons eu des résultats assez positifs, notamment positifs pour les institutions partenaires qui ont reçu cette ligne de Moudaraba, pour le gouvernement qui a fourni la garantie souveraine et bien évidemment pour la BID qui reçoit en aval les résultats de cette transaction. Donc les clés de répartition, le gouvernement considère très très bien et connaît que les activités par exemple de la microfinance sont profitables. Le gouvernement a pris l'initiative et de proposer cette garantie souveraine, considérant, et je comprends bien que le problème se pose sur l'aspect de Sharia, sa compatibilité avec la Sharia. Comment peut-on garantir le revenu, le profit, en donnant et en utilisant une ligne de partage risque-profit. Donc en fait, dans le montage des lignes de le secteur de Moudaraba, nous avons plusieurs montages. Aujourd'hui, en fait, il faut prendre en considération 3 critères principaux pour mettre en place une garantie souveraine. Et déjà, le principe, puisqu'on connaît, pour ceux qui connaissent l'arabe, al-kharaj ou bil-dhaman, les risques ne peuvent pas être pris avec des garanties. Ça, c'est, si on puisse le dire, l'axiome pour mettre en place cette garantie. Mais bien sûr, les savants de la jurisprudence islamique et de la finance islamique sont allés assez loin dans le développement des contrats. Aujourd'hui, la BID, bien évidemment, elle a un pôle de savants
pour la mise en place de ces projets. Des savants qui représentent toutes les écoles de pensée. Et donc, la décision qui est prise, c'est basée sur une expertise très pointue d'un très grand groupe de savants. Et aujourd'hui, ce groupe nous dit, et aujourd'hui, je suis un messager. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment, à ma connaissance et mon expertise dans le domaine, je peux en aucun lieu mettre et challenger les savants jusqu'à ce que je peux avoir les outils nécessaires pour le faire, mais j'ai la même remarque et la même préoccupation. Cependant, ce qui m'a apaisé, c'est leur justification et leur notamment façon de voir la chose, que parfois nous, pour X ou Y raison, nous ne pourrons pas avoir ce type d'information. Donc concrètement, le premier axiome que nous allons mentionner, c'est l'aspect de la partie qui va garantir la ligne n'est pas la même partie qui va recevoir les lignes de financement. Ça, c'est le premier axiome. Vraiment, si on va le réduire et le schématiser très simplement, aujourd'hui, si je rentre dans une transaction de le secteur de Modaraba avec, supposons, mon cousin qui a un atelier X, je lui donne de l'argent et je lui dis, voilà, je suis le Modarib, tu as travaillé avec cet argent, et ensuite nous allons nous partager les profits 60-40, supposons. Donc lui, il va faire son possible, il va travailler, il va prendre tous les risques, et nous avons donné une ligne pour bien évidemment faire fonctionner et lancer cette activité. De l'autre côté, je peux m'adresser à mon frère, je lui dis, tu connais mon cousin, Masha'Allah, il travaille bien, mais qu'en est-il de me fournir une certaine garantie sur l'extrant de cette activité? Donc là, la partie qui va garantir n'est pas la même partie qui va recevoir le financement. Si c'était le cas, là nous parlons d'un système qui n'est pas tout à fait compatible à la charia. Mais ici, ce sont deux activités complètement indépendantes. La garantie a été requise par une partie qui est différente, et là le choix de cette partie aussi doit répondre à des critères bien spécifiques. Premièrement, la capacité financière et stabilité de cette partie. Donc aujourd'hui, qui est représentée par le gouvernement du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal dispose de ce premier critère. Le deuxième critère, le gouvernement du Sénégal ne doit pas, génériquement, la partie qui va garantir, être propriétaire ou avoir une part majoritaire dans la gestion des activités de celui qui va recevoir les lignes de financement. Donc ici, une due diligence a eu lieu, et bien évidemment, encore une fois, l'assistance technique qui va avoir lieu va encore vraiment voir ceci en détail. Donc ici, nous parlons que le gouvernement du Sénégal ne doit pas avoir une part majoritaire dans l'institution ou le CFD ou la partie qui va recevoir le montant pour qu'on puisse garantir cette ligne. Et finalement, celui qui va recevoir la ligne, c'est le troisième critère, celui qui va recevoir la ligne ne doit pas être lui-même partie majoritaire dans celui qui va garantir. Ce qui est dans notre cas, dans certains cas, ça a lieu d'avoir la partie qui va recevoir la ligne être partie majoritaire dans celui qui va garantir, mais bien évidemment, ce n'est pas notre cas. Donc ce sont les trois premiers critères auxquels répondent à l'axiome que celui qui va garantir la partie, la ligne de Modaraba ne doit pas être la même partie. Donc j'espère que ceci répond à votre question, et bien évidemment c'est un débat assez légitime de voir, mais aujourd'hui le gouvernement du Sénégal a pris l'initiative de donner cette garantie souveraine, et bien évidemment ceci n'est pas automatique. Le gouvernement du Sénégal va prendre son temps et sa prudence dans la sélection, ainsi que la BID. Aujourd'hui le gouvernement sait très bien que les clés de partage sont assez claires, qui vont dépendre de l'institution financière.
Donc même pour la SFD qui va recevoir cette ligne de financement, elle est plus confortable d'avoir une garantie souveraine qui la renforce. Le deuxième point pour répondre à cette question, c'est nous savons très bien que ceci atténue certains risques au niveau de la BID, mais au niveau de la SFD, nous avons aussi pris l'initiative avec le gouvernement du Sénégal pour mettre en place un fonds de garantie qui sera actif à partir de la 2e à 3e année. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de garantir les prêts de ces SFD. Donc ils vont recevoir une ligne de le secteur Modaraba. Donc ici, c'est un autre mécanisme aussi qu'on va mettre en place à l'aval pour réduire le risque de l'SFD. Donc ceci, c'est un mécanisme que nous sommes encore en train de bâtir et sera mis en place durant la 2e, 3e année. La troisième question qui porte sur, je crois, bon, j'ai un peu répondu sur l'aspect, l'expertise locale. Donc, encore une fois, nous poussons toujours vers à ce que l'expertise locale soit utilisée pour vraiment, puisque après tout, la compagnie qui va être là d'assistance technique, ils ont leur propre modèle in-house qui vont juste essayer de communiquer et de disséminer au niveau de l'équipe qui va recevoir le renforcement de capacité. Cependant, la compagnie d'assistance technique connaît très bien que la meilleure expertise qui peut être développée, c'est celle qui émane du terrain. C'est les connaisseurs du terrain qui ont cette connaissance. Et encore une fois, je salue et je mentionne encore une fois ce que M. Bachir a mentionné de l'engagement de la BID au niveau du Sénégal. L'engagement de la BID au niveau du Sénégal est très considérable et phare en termes de déboursement et activité. Pourquoi? Puisque nous connaissons qu'au niveau du Sénégal, l'expertise est là. La mise en place des grands projets se fait de façon plus ou moins fluide. Bien évidemment, nous parlons de développement. Ce n'est jamais une tâche facile à mettre en place, mais les résultats sont positifs au niveau du Sénégal et nous valorisons l'expertise locale. Le troisième point, donc considérant comment Taïsir peut faire part du programme Promise. Comme déjà mentionné au niveau de la présentation, aujourd'hui nous avons plus ou moins l'œil sur les 4 plus grandes SFD du secteur. Donc notre objectif, c'est de pénétrer le maximum du marché. Nous avons aujourd'hui un objectif d'atteindre au moins 80% du marché. Comme Madame la Ministre l'a mentionné, aujourd'hui c'est un projet qui tente vraiment de couvrir le maximum des activités au niveau de la microfinance. Donc aujourd'hui, les plus grandes SFD vont constituer le meilleur mécanisme pour acheminer ces fonds. Et donc, bien évidemment, il y a une sélection qui va se faire. Une due diligence initiale a eu lieu en partenariat avec le gouvernement du Sénégal. Mais la liste est non exhaustive. Mais le minimum, nous passerons par 4 SFD au minimum. Donc, si Taïsir aujourd'hui dispose des moyens et de la capacité d'absorption et des mécanismes efficaces pour acheminer ces fonds, aujourd'hui, il reste à ce que le gouvernement du Sénégal fait sa propre analyse et vous accepte à vous garantir avec une garantie souveraine. Donc ça, c'est les éléments à considérer. La 4e question concernant le takaful. Donc le takaful va représenter un aspect majeur dans la mise en place de ce projet. Effectivement, les régulateurs passent de l'association des assurances, la BCAO, etc., puisqu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas implémenter ou lancer de nouveaux projets sans leur consultation et la synchronisation de nos activités. Donc concrètement, les produits de takaful, nous avons utilisé ce type de produit dans d'autres projets et nous avons vu dans certaines chaînes de valeur bien spécifiques, il est essentiel de développer des produits sur mesure. Donc pour ceci, nous avons 2 propositions. La première proposition, c'est d'avoir un produit générique, un produit de financement. Surtout, c'est pour garantir le financement. Et la deuxième proposition, c'est d'avoir des produits spécifiques à des chaînes de valeur. Donc là, nous allons voir
la capacité du cadre réglementaire à absorber ces produits et la vitesse à laquelle nous pourrons les lancer. Donc là, c'est lorsque nous parlons de produits micro-assurance, micro-takaful, ce sont des produits reliés à des activités bien spécifiques. Et plus concrètement, je parle par exemple, si nous prenons l'exemple des chaînes de valeur, disons de l'élevage bovin laitier ou de la pêche ou du riz. Par exemple, nous pourrons parler d'un produit takaful qui, par exemple, couvre les risques de mortalité des vaches pour une liste de maladies bien spécifiques, la tuberculose, etc. Donc là, ce sont des produits qui vont être développés en se basant sur les informations du terrain. Et bien évidemment, l'objectif de produit est diminuer le risque et encourager les SFD à débourser les lignes de financement. Donc c'est un mécanisme qui s'implante à l'aval pour donner les garanties, entre parenthèses, nécessaires à l'SFD pour vraiment se lancer dans des activités qu'auparavant étaient considérées comme risquées. Concernant les exemples de la Palestine, du Soudan et des autres pays, je peux vous donner concrètement un projet qui a été mis en place en Tunisie. Un projet dans la chaîne de valeur du lait. Bien évidemment, la BID elle a le pouvoir de vraiment la flexibilité de mettre en place plusieurs projets en même temps dans divers pays, dans diverses chaînes de valeur. Et donc, ceci nous a permis vraiment de bâtir et de cumuler une certaine expertise sur l'implémentation de ces projets. Concrètement, les chaînes de valeur, vraiment, sont basées sur la relation contractuelle entre les différents maillons. Donc aujourd'hui, comme je l'ai déjà mentionné au niveau de la présentation, notre plus grand souci, c'est que le micro-entrepreneur se trouve dans un écosystème, vraiment un électron libre dans un écosystème. Et en général, nous savons très bien qu'au moins 80% des micro-entreprises ferment d'ici 3 ans. Et c'est un problème qui est un problème international. La pérennité de ces emplois est très fragile. Pourquoi ? Puisque chacun se livre à ce que ses propres efforts vraiment sont le déterminant dans la pérennité du microprojet. Ses propres efforts pour vendre et produire le nécessaire et l'acheminer aux consommateurs. Donc, considérant ce problème majeur, l'approche des chaînes de valeur, en fait, c'est pas une nouvelle approche, ni une approche développée au niveau de la BID. C'est une approche qui a été développée bien avant et même depuis les années 70. C'est une approche au niveau global. En Amérique latine, nous avons vu beaucoup de projets réussir sur ça. Donc c'est une approche qui, comme déjà mentionné, qui a compilé la relation contractuelle entre les différents maillons. Donc nous avons le maillon de la production, de la transformation et de la consommation, si on puisse le dire très rapidement et schématiquement. Donc avoir à bord le secteur privé, surtout avoir le secteur privé qui va vraiment être ce qu'on appelle dans le jargon le off-taker. C'est lui qui va vraiment absorber, le leader de chaîne de valeur, qui va absorber toute cette production. Donc aujourd'hui, nous ne pourrons pas lier un géant du lait, supposons, qui a par exemple 75%, là je parle du cas concret de la Tunisie, je parle d'Elis Holding, qui a à peu près 65% du marché du lait et de distribution. Nous ne pourrons pas parler à ce que ce géant se rallie à un agriculteur qui a 2 ou 3 vaches et signer un contrat avec celui-là. C'est impossible. Donc ici, le fondement de l'approche, c'est de créer ces relations contractuelles via des véhicules qui vont faire, qui vont représenter la partie prenante entre ces agriculteurs et le géant. Donc, dans le mécanisme qui a été mis en place, par exemple, c'était d'avoir des transformateurs qui garantissent les producteurs,
puisqu'ils connaissent plus ou moins dans leur région qui est le bon producteur, le mauvais producteur, et d'essayer de regrouper le plus grand nombre de personnes possible pour lever un peu plus la compétence de ceux qui n'ont pas les capacités nécessaires. Donc au milieu, nous avons les transformateurs, donc ils récupèrent le lait des producteurs, et ils ont une relation contractuelle bilatérale, donc entre le transformateur et les agriculteurs. Les agriculteurs sont réunis sous forme de coopératives, associations, etc. Et il y a des contrats cadres entre les agriculteurs et le transformateur. Un autre contrat est mis en place entre le transformateur et ce géant de l'industrie laitière pour acheter les prix à un prix préférentiel, des prix supérieurs au prix normal du marché. Donc ici, donc comment est-ce qu'on est, comment vraiment mettre dans tout ce schéma et avoir ce leader de la chaîne de valeur à bord, simplement c'est de vraiment voir le besoin de marché qui voit lui sera profitable. Donc ici nous parlons d'une approche purement basée sur les partages de profits. Aujourd'hui, une approche basée sur vraiment comment le secteur privé pourrait voir qu'il a intérêt à intégrer cette chaîne de valeur. Donc ici, ce géant a vu que faire partie de cette chaîne de valeur et participer à ce projet a un très grand bénéfice pour lui en termes de qualité du lait, en termes de quantité et en termes d'approvisionnement périn. Donc ici, le géant qui est prêt à dépenser pour des coûts de formation, participer à le partage de son expertise technique et avoir une relation directe sur le plan juridique avec les transformateurs qui seront vraiment le bouchon avec les agriculteurs. Ici, c'était un mécanisme innovant qui a été mis en place lorsque toute la boucle est bouclée, avec bien sûr la mise en place de systèmes de garantie et d'assurance. Là, j'ai vraiment schématisé très rapidement le montage de ce projet. Mais lorsque la boucle est bouclée, tout le monde a trouvé sa part de profit. Les parts disposent d'un certain équilibre. Ici, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une chaîne de valeur bouclée où le financement est déboursé, passe par les agriculteurs, la production, etc. Et les remboursements se font de façon très automatique, même sans la présence d'un agent de crédit sur place ou d'un suivi comme dans les autres projets. Donc ça, c'est un exemple concret de projet basé sur les chaînes de valeur. Dans le Soudan et les autres pays, nous avons fait plus ou moins le même, mais dans des autres secteurs. Il est très important de noter aujourd'hui, bien évidemment, l'agriculture représente un véhicule et un pilier stratégique pour le développement du Sénégal, mais il faut vraiment le mentionner, l'agriculture n'est pas le seul secteur sur lequel nous allons travailler. Bien au contraire, le PSE dispose de plusieurs piliers stratégiques en termes d'agropole, de chaîne de valeur. Nous avons l'élevage, nous avons bien sûr la pêche, les produits artisanaux, etc. Donc le commerce. Donc aujourd'hui, l'approche de chaîne de valeur, si nous pouvons vraiment avoir ces flux et calibrer le point d'intervention de chaque maillon, ici nous pouvons parler de chaîne de valeur bouclée, une chaîne de valeur pérenne qui va uniquement nécessiter le renforcement de capacité et le financement. Donc concernant les dispositions fiscales et la répartition géographique des 50 000. Bon, je commence par la plus facile. La répartition des 50 000 aujourd'hui, comme on l'a déjà mentionné dans la présentation, va se faire en partenariat avec l'unité de gestion de projet et le gouvernement du Sénégal. Bien sûr, il y a des priorités. C'est un projet sur 5 ans. Bien évidemment, on ne peut pas se retrouver et être le soleil sur tout le territoire, mais l'objectif, c'est d'avancer sûrement, pas ferme et efficacement. Aujourd'hui, on ne peut pas s'éparpiller en même temps à couvrir tout le territoire. Donc ici, il y aura bien évidemment un plan de déboursement bien précis qui va sûrement être émanant de la capacité d'absorption et les mécanismes opérationnels des SFD et le potentiel qu'on peut retrouver. Bien évidemment, ici, c'est aussi lié à ce que les populations soient prêtes
à recevoir ces financements. Et donc ici, nous parlons de renforcement de capacité des bénéficiaires finaux. En termes de dispositions fiscales, nous savons très bien que la finance islamique a ses spécificités. La BCAO et les autres régulateurs ont parcouru un chemin très intéressant. La BID, il y a 2 ans, a financé une partie de ses activités. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on parle d'un cadre réglementaire qui se considère assez favorable pour la finance islamique et la microfinance islamique. Spécifiquement, là, on peut parler de, par exemple, la double taxation. Aujourd'hui, nous avons une grande partie des produits murabaha et c'est un peu le problème qu'on a rencontré dans d'autres pays. La murabaha, elle a une structure spécifique où parfois elle est sujette à une double taxation qui augmente énormément le prix des produits. Ici, au niveau du Sénégal, nous avons eu une certaine solution pour ce problème. Aujourd'hui, la murabaha, elle est largement utilisée par les institutions financières, bien que notre ambition vraiment c'est de passer et de se libérer peu à peu de ces outils basés sur la dette et transverser vers les outils basés sur equity, sur les actions, et comme a été le cas dans le Soudan, nous avons utilisé des produits ou de musharaka, où l'institution financière a eu la possibilité de créer une compagnie où, après les parts de participation de ceux qui ont reçu le financement, ont pu, en fin de cycle, vraiment s'approprier une compagnie qui exporte et travaille dans la chaîne de valeur de tomates. Donc ici, pour chaque produit, il y a des dispositions fiscales très spécifiques. J'ai donné l'exemple de Murabaha, mais ici, par exemple, Salam, Istisna, etc. Chaque produit aura ses spécificités et ce sont ces activités qui vont être entreprises avec le régulateur pour résoudre ce problème. La dernière question sur l'action de plaidoyer et promotion la promotion avec la présence de l'association. Donc encore une fois, on salue vraiment l'initiative et la motivation de toutes les parties prenantes du secteur de la microfinance pour faire partie de ce projet. Bien évidemment, l'UGP va réaliser un très grand mandat en termes de vraiment d'être le véhicule à travers lequel l'implémentation sera faite et à travers lequel des partenariats sont renoués. Donc, bien évidemment, je parle ici en termes de partenaires stratégiques qui auront un grand rôle à lancer ce projet. Bien évidemment, l'expertise technique et la connaissance de certaines spécificités du secteur de la finance islamique ou des chaînes de valeur jouera un très grand rôle et sera un levier à actionner pour la réussite de ce projet. Cette assemblée-là, aujourd'hui, est la démarche innovatrice que va utiliser le PROMIS pour sa mise en œuvre et pour aussi l'atteinte de ses objectifs. Donc cette inclusion de tous les partenaires dans la réflexion, dans l'accompagnement, dans la mise en œuvre sera la démarche effective de ce programme. Donc je vous remercie encore une fois de plus pour votre disponibilité. Et comme je vous l'ai dit, dans les prochains jours, nous aurons aussi des rencontres comme ça pour mieux peaufiner les questions qui ont été soulevées ici et aussi essayer d'apporter des réponses favorables qui pourront nous aider à mettre en œuvre ce programme qui est si important pour notre pays. Merci beaucoup.